Sur les milliers de joueurs des circuits professionnels de tennis dans le monde, à peine 2% parviennent à ne pas perdre d'argent. Tous les autres, plus de 98%, virent littéralement dans le rouge. Et certains touchent des sommes que vous allez avoir du mal à croire. C'est un cas isolé, mais en mai 2021, une joueuse française classée autour de la 410e place mondiale s'incline au premier tour des qualifications d'un tournoi à 25 000 $, à Prague. Son chèque, son prize money pour ce déplacement à l'autre bout de l'Europe, 2,25 €. Elle a d'ailleurs remercié la Fédération internationale, ironique, pour le café gratuit. 2,25 € pour une athlète professionnelle, pendant qu'à la télé, on nous montre les chèques à plusieurs millions des vainqueurs de Roland Garros. Le tennis, c'est l'image parfaite d'un sport chic. Le blanc immaculé, les tournois chics, les champions millionnaires, sauf que derrière cette vitrine, il y a une réalité que personne ne vous montre. L'immense majorité des joueurs professionnels ne gagnent pas correctement leur vie, ils la perdent littéralement. Comment un sport qui brasse autant d'argent peut-il ruiner ceux qui le pratiquent? Pourquoi faut-il avoir les moyens avant même de pouvoir en vivre? Et où passe vraiment l'argent des tournois? Accrochez-vous, on plonge dans le business impitoyable du tennis. Commençons par l'image, celle qu'on a tous en tête. Le tennis dans l'imaginaire collectif, c'est le luxe, c'est Roland Garros, c'est tribunes pleines, c'est stars mondiales. Et c'est vrai que tout en haut, ça gagne très bien sa vie. En 2025, Carlos Alcaraz a empoché environ 48 millions de dollars sur l'année, dont 13 millions en gains de tournoi et 35 millions de sponsors. Côté femmes, même musique. La numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, a battu en 2025 le record de gains de tournoi sur une saison pour une joueuse. Plus de 15 millions de dollars de prize money en une seule année. Du jamais vu, devant le record que détenait Serena Williams depuis 2013. Ajoutez-y autant en sponsors, et son revenu total sur l'année tourne autour des 30 millions de dollars. Pas mal quand même. Et la dotation des grands tournois donne le vertige. En 2026, Roland Garros distribue 61,7 millions d'euros à ses participants, en hausse de 45% depuis 2019. Des chiffres pareils, ça nourrit le mythe. Le mythe du gamin qui prend une raquette, perce sur le circuit et devient millionnaire. Le sport individuel par excellence, tu te débrouilles, tu gagnes, tu encaisses. Et le tout dans un décor qui entretient l'illusion. Le tennis traîne une réputation de sport chic, presque aristocratique. Le bleu immaculé de Wimbledon, les loges, les montres de luxe au poignet des champions, les sponsors prestigieux. Le tennis a longtemps été le sport des clubs privés, des tenues blanches imposées, d'une certaine idée de l'élégance. Cette aura de raffinement colle encore à la peau du circuit et elle fait écran. On imagine mal de la misère derrière tant de prestige. Alcaraz, par exemple, gagne 4 fois plus en contrat publicitaire qu'en jouant réellement au tennis. Forcément, on se dit que là où il y a tant d'argent en haut, il doit bien y en avoir un peu plus pour tout le monde en dessous. Sauf qu'il y a un détail. Les champions qu'on vous montre à la télé, les Alcaraz, les Sinner, les Sabalenka, ils sont une vingtaine, peut-être 50. Et derrière cette vingtaine éclairée par les projecteurs, il y a des milliers de joueurs professionnels que vous ne verrez jamais. Des milliers de joueurs pour qui le tennis n'est pas une fortune mais un gouffre financier. Et c'est là que le sport de riche devient le sport qui ruine. Bienvenue dans la face cachée de la pyramide. Le tennis professionnel, c'est une pyramide. Et une pyramide très pentue. Tout en haut, le circuit principal, l'ATP et la WTA, ceux que vous connaissez. Mais en dessous, il y a un sous-sol immense, le circuit secondaire, géré par la Fédération internationale de tennis, l'ITF. Rien qu'en 2024, ce circuit, c'était près de 11 000 joueurs pour environ 1200 tournois. Et au sommet de ce circuit le plus haut, une poignée qui gagne réellement bien sa vie. Faites le calcul, l'entonnoir est vertigineux. Et un économiste spécialiste du tennis résume la chose d'une formule qui glace. Les 100 premiers au classement mondial vivent très confortablement, les 100 suivants sont tout juste à l'équilibre et tous les autres sont déficitaires. Relisez la Formule 1. Au-delà de la 200e place mondiale environ, selon cet économiste, le bilan d'un joueur bascule le plus souvent dans le rouge. Pas au-delà de la 2000e, de la 200e. On parle de joueurs qui figurent parmi les 200 meilleurs de la planète dans leur discipline et qui malgré ça terminent fréquemment l'année déficitaire. Méditez l'absurdité une seconde. Au tennis, être une élite mondiale ne suffit pas à payer ses factures. Il faut être une élite de l'élite et tout le reste, c'est de la figuration à perte. Pour bien le voir, descendons la pyramide étage par étage, à chaque niveau, comparez ce qu'on gagne et ce qu'on dépense. Tout en haut, alors là c'est l'abondance. Les cadors gagnent entre 5 et 10 millions d'euros de gains de tournoi par an, et souvent davantage encore en sponsor. Carlos Alcaraz, c'est 13 millions de prize money en 2025, Sabalenka plus de 15 millions, en face des frais qui paraissent énormes, jusqu'à 400 000 ou 500 000 $ par saison pour s'offrir la meilleure équipe, mais qui reste une goutte d'eau. Bilan, des millions de bénéfices nets. Entre la 50e et la 100e place mondiale, on ne gagne souvent plus que quelques centaines de milliers d'euros. On parle toujours ici en prize money. En face, un joueur de ce niveau, avec un staff complet, peut dépenser jusqu'à 300 000 € par an. Et à ce rang, les sponsors sont moins payeurs. Résultat, on est à l'équilibre, légèrement bénéficiaire pour le haut du tableau, on vit bien du tennis, mais on ne bâtit pas une fortune. Et là, on descend, encore en dessous, un joueur classé entre la 100e et la 300e place mondiale gagne en gros entre 50 000 et 150 000 € de prize money par an. Sauf que les billets d'avion, les hôtels et le staff engloutissent l'essentiel de cette somme. Bilan à peine à l'équilibre et souvent juste en dessous. Vous êtes le 150e meilleur joueur mondial et vous comptez vos sous.
Et tout en bas, à partir de la 300e place mondiale, le gouffre. Les gains tombent à quelques dizaines de milliers d'euros par an, parfois moins. Un joueur classé 432e, il perd 20 000 euros par an juste pour avoir le droit d'exister sur le circuit. Bilan, déficit structurel. Et plus on descend, plus le trou se creuse. Et à la base de cette pyramide, les montants frôlent l'absurde. Les tournois de l'échelon le plus bas, les fameux Futures, sont dotés de 15 000 à 25 000 $. Et ces 15 000 $, ce n'est pas pour le vainqueur, c'est à répartir entre tous les joueurs du tournoi. Concrètement, ça donne quoi? Un joueur français classé 432e mondial raconte avoir touché 430 $, environ 350 €. À l'échelon du Challenger, juste au-dessus, une défaite au premier tour rapporte autour de 700 €. Voilà la base de la pyramide. Des centaines, des milliers de joueurs qui sont techniquement des professionnels, mais qui gagnent sur une semaine de compétition moins qu'un job d'été. Et qui, pour gagner ces miettes, doivent d'abord dépenser une fortune. Et là, il n'y a pas de raccourci. Pour espérer monter, il faut des points au classement. Pour avoir des points, il faut jouer partout dans le monde, semaine après semaine, dans des tournois minuscules aux quatre coins de la planète. Un jeune joueur passe des années à enchaîner les Futures et les Challengers, à voyager en permanence, à perdre de l'argent à chaque déplacement, dans l'espoir de gratter assez de points pour, un jour, atteindre le circuit où l'on commence enfin à gagner sa vie. Des années d'investissement à fond perdu, sans aucune garantie d'arriver au bout. La plupart n'y arrivent jamais. Et le pire, c'est que ces gains misérables ne sont que la moitié de l'équation, parce qu'en face, il y a les dépenses. Et là, le tennis révèle son vrai visage, celui d'un sport où il faut être riche avant de pouvoir gagner sa vie. Et c'est ici que se trouve le vrai piège du tennis. Le joueur de tennis n'est pas un salarié, il n'a pas de club, pas de contrat, pas de fiche de paie. C'est un travailleur indépendant qui doit gérer sa carrière comme un véritable chef d'entreprise. Sauf qu'une entreprise, ça a des charges. Et au tennis, elles sont énormes. Et surtout, il faut les payer d'avance, avant le moindre gain. Prenez l'entraîneur. Un coach de niveau intermédiaire, c'est minimum 46 000 € de salaire par an, plus souvent une commission de 10% sur les gains du joueur. Avec le reste de l'encadrement de base, on dépasse vite les 92 000 € par an. Et détail savoureux, les tournois prennent en charge la chambre d'hôtel du joueur, mais jamais celle du coach, du préparateur ou du kiné. Cela, c'est pour votre poche. Voilà donc la situation. Vous êtes à la fois votre propre patron, votre propre DRH, votre propre comptable, votre propre directeur marketing pour démarcher des sponsors et accessoirement le seul salarié de l'entreprise. Un salarié qui n'est jamais certain d'être payé à la fin du mois et qui doit régler toute son équipe avant de savoir s'il a gagné quoi que ce soit. Reprenons notre joueur classé 432e. Il dépense environ 40 000 € par saison pour environ 20 000 € de gains. Il perd donc 20 000 € par an pour avoir le droit d'exercer son métier. Et ne croyez pas que ça s'arrange dès qu'on monte. Plus vous grimpez, plus le staff grossit, plus la facture explose. Vous payez pour aller jouer et si vous perdez au premier tour, vous rentrez chez vous en ayant travaillé à perte. Et ajoutez à ça le risque permanent, la blessure. Pas de club pour vous couvrir, pas de salaire qui tombe quand même. Le français Kenny De Schepper, ancien 62e mondial, est ainsi retombé au-delà de la 600e place mondiale après 2 ans de pépins physiques. Et avec lui, le retour brutal dans les tournois ITF, où de son propre aveu, rester trop longtemps deviendrait compliqué financièrement. Une mauvaise saison, une blessure et le château de cartes s'effondre. Et nulle part ce grand écart n'est aussi visible qu'à Roland-Garros. Le tournoi est le révélateur parfait de tout le système. Chaque année, avant le tableau principal que vous regardez à la télé, il y a des qualifications. Et là, s'affrontent justement ces joueurs du circuit secondaire, ceux qui peinent à vivre du tennis. Pour eux, accrocher Roland-Garros, c'est l'événement de l'année. Pourquoi un tel enjeu? Parce qu'une seule victoire d'accès au tableau principal change une vie. Un joueur éliminé dès le premier tour de Roland-Garros touche tout de même environ 87 000 € en 2026. Pour un joueur classé autour de la 350e place, habitué au tournoi à quelques milliers d'euros, ce seul chèque représente plusieurs mois de survie. Si Roland-Garros peut distribuer tout cet argent, combien en gagne-t-il lui? La réponse c'est beaucoup, énormément. En 2025, le tournoi a généré environ 395 millions d'euros de revenus, en hausse de 14%, et sur cette somme, la part reversée aux joueurs sous forme de gains tournait autour de 14%. 14% pour les seules personnes sans qui le spectacle n'existerait pas. À titre de comparaison, dans la NBA ou la NFL, les ligues reversent près de 50% de leurs recettes à leurs athlètes. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'un gros chèque, le filet de sécurité est une blague. Le programme d'aide de l'ATP n'a versé en 2024 que 1,3 million de dollars au total à 26 joueurs seulement sur toute l'année. Et en dessous de la 250e place, ce filet n'existe tout simplement pas. Alors, posons-nous la vraie question. Pourquoi ce système est-il fait ainsi? Pourquoi un sport aussi riche délaisse-t-il autant sa base? Première raison, l'argent est concentré tout en haut. Le tennis fonctionne au winner take most. Le vainqueur rafle presque tout. Et plus on descend dans le tableau, plus les miettes rétrécissent à toute vitesse. Le système récompense spectaculairement une poignée d'élus et abandonne tous les autres.
Et l'écart, il est vertigineux. Le vainqueur de Roland-Garros repart avec environ 2,5 millions d'euros, le perdant du premier tour avec quelques dizaines de milliers. Entre le sommet et la base, ce n'est pas un écart de salaire, c'est un écart de monde. Deuxième raison, le bas de la pyramide ne pèse rien économiquement. Et là, l'explication, elle est limpide. On estime que les recettes des tournois ATP ou WTA reposent à plus de 60% sur la billetterie et les droits télé. Des ressources sur lesquelles les tournois ITF ne peuvent absolument pas compter, et qui expliquent en grande partie de tels écarts de prize money. Personne ne paie pour regarder un Futures à 15 000 $ sur un cours de province sans ramasseur de balles. Donc cet argent-là, il n'existe pas, et les joueurs du circuit secondaire sont condamnés au déficit structurellement. Troisième raison, la plus politique, ceux qui tiennent l'argent n'ont aucune raison de le partager davantage. Les tournois encaissent, gardent 85% du gâteau, et les joueurs n'ont longtemps eu aucun moyen de pression. Pas de syndicat puissant, pas de salaire, pas de grève possible. Difficile de faire valoir ses droits quand on est un travailleur isolé et qu'on perd de l'argent. Mais ça, justement, ça commence à changer et c'est tout l'enjeu du moment. En 2025, les joueurs du top 20 mondial, hommes et femmes, ont consigné une lettre aux organisateurs des grands chelems pour réclamer une part portée à 22% des revenus. Et en parallèle, le syndicat de joueurs cofondé par Novak Djokovic, la PTPA, a lancé une offensive judiciaire contre l'ATP, la WTA et la Fédération internationale, les accusant ni plus ni moins d'exploiter financièrement les joueurs. Le mot est lâché, exploitation. Et il n'est pas employé par un syndicaliste aigri, mais par le clan des plus grandes stars de la planète. Si même ceux qui touchent des millions estiment que les instances captent une part démesurée de la valeur qu'ils créent, posez-vous la question. Que reste-t-il alors pour ceux du bas du tableau qui n'ont ni avocat, ni sponsor, ni visibilité, ni le moindre pouvoir de négociation? Quand les plus grandes stars d'un sport doivent monter un syndicat et attaquer leur propre fédération en justice pour réclamer une part équitable, c'est qu'il y a quelque part un sérieux problème de partage. Mon but avec cette vidéo, c'était de vous montrer le business model du tennis. J'ai d'ailleurs fait récemment une vidéo sur un sport cousin, le paddle, concernant la bulle financière qui guette ce super sport. D'ailleurs, abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, et je vous dis à la prochaine.